Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues, c'est avec grand plaisir que j'ouvre pour la deuxième année consécutive la 24e édition du Grand Prix éditorial du SPEPS. Comme l'an dernier, je ne peux ignorer le contexte international qui place à nouveau populations et soignants sous le feu des bombes. Plus que jamais, le SPEPS est aux côtés des patients et des professionnels de santé, victimes de la barbarie et de la folie des hommes. À notre humble niveau, être aux côtés des soignants, c'est veiller à la qualité des contenus que nous diffusons pour lutter contre les fake news et participer ainsi à l'effort d'information et de formation. Cette mission, que nous assurons à travers nos revues et nos quotidiens et notre cœur de métier, c'est l'ADN des éditeurs adhérents au SPEPS. Le SPEPS, l'un des 7 adhérents de la FNPS, regroupe 39 éditeurs de tailles très diverses. Ce nombre varie au rythme des fusions-acquisitions, ce qui prouve le dynamisme et l'attractivité de notre syndicat. Nos adhérents publient 449 publications papier et ou électroniques. Parmi ces publications, 21 s'adressent aux médecins généralistes, 307 aux spécialistes et 121 sont à destination des autres professions de santé. Cette activité représente annuellement plus de 30 millions d'exemplaires diffusés et 10 millions de téléchargements ou consultations, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive. Cette année, l'émergence de l'intelligence artificielle a marqué un tournant qui va sans aucun doute bouleverser nos métiers, celui des éditeurs que nous sommes, tout comme celui des professionnels de santé. À titre personnel, au début de l'année 2023, j'avais commencé à créer une base documentaire sur le sujet et à mettre des liens en favoris. Au bout de quelques mois, l'IA était partout. Dans le monde médical, des start-up se sont créées, venant renforcer les possibilités offertes aux soignants dans le diagnostic et la prise en charge des patients. En cette fin d'année, les initiales IA sont également devenues incontournables dans les échanges professionnels dans le monde de l'édition et de la presse. C'est donc tout naturellement que nous avons convié l'IA à notre Grand Prix. Le soutien aux publications en langue française, qu'elles soient reconnues dans les évaluations... Le soutien aux publications en langue française, afin qu'elles soient reconnues dans les évaluations de carrière, reste l'une de nos grandes priorités. Nous avons renouvelé notre soutien financier à la plateforme LISA, première base d'indexation de revues médicales de langue française. LISA référence plus de 500 000 articles, totalisant en moyenne par mois plus de 110 000 vues et 35 000 requêtes. Nos revues sont attractives, comme l'a montré l'étude qualitative menée par BVA en 2022, qui place la presse professionnelle en tête des principales sources d'information et met en avant sa crédibilité. Aussi, afin de poursuivre notre stratégie de valorisation de nos revues, le Conseil d'administration a voté cette année un budget pour une nouvelle étude visant, cette fois-ci, à en mesurer l'audience. Cela nous était demandé par nos adhérents et nos partenaires. Les premiers résultats seront connus en 2024. Nous avons également poursuivi nos actions de lobbying et le SPEPS a été associé à divers événements. Le 17 mars dernier, nous avons été reçus à l'Académie de médecine par le nouveau secrétaire perpétuel, M. Christian Boitard. Ce rendez-vous avait pour objectif de présenter notre partenariat avec la base LISA et de sensibiliser l'Académie de médecine sur la nécessité de valoriser les publications en langue française. Autre moment important, le médiateur du livre, M. Mochon, a rendu son rapport final en avril dernier. Celui-ci, comme nous l'espérions, fait une large place aux revues STM et invite à une plus grande concertation et collaboration avec les éditeurs privés, position qu'il a défendue publiquement par la suite. En juillet, nous étions auditionnés aux côtés de la FNPS par Maxime Boutron, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le président du CSPLA, sur le développement de la politique de sciences ouvertes et ses éventuelles conséquences sur le droit d'auteur. Ces conclusions sont attendues sous peu. Enfin, octobre dernier a marqué une étape majeure dans nos actions pour renforcer le dialogue édition publique, édition privée. La FNPS, le SNE, la SGDL ont organisé un colloque sur la science ouverte qui a réuni 150 personnes venues de tous horizons. Marin Dacos, artisan de la science ouverte pour le ministère de l'Éducation et de la Recherche, a accepté de venir dialoguer avec nous et préciser le point de vue de son ministère. J'ai eu la chance de participer à l'une des tables rondes dédiées aux modèles économiques. J'ai pu réitérer la nécessité de défendre le maintien d'une édition privée, de préserver la diversité des modèles économiques et surtout de montrer
que tout comme les sciences humaines et sociales, les STM ont besoin de soutien et d'accompagnement. Nous avons pu une nouvelle fois constater le soutien indéfectible de Laure Darcos, sénatrice et membre de l'OPEXT, qui est intervenue en clôture. L'an dernier, nous nous interrogions sur la façon dont la pandémie nous avait amenés à nous réinventer et à repenser notre façon de travailler. Cette année, c'est l'IA qui rebat les cartes. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille notre conférencier de ce soir, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie, ancien directeur de l'ANRS, pour nous éclairer sur les opportunités et défis qui nous attendent. Monsieur Delfraissy. Je veux bien que vous me laissiez mes papiers que j'avais là. Ça peut toujours être utile pour un vieux monsieur comme moi, si tout d'un coup il ne voit pas bien les slides. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Donc Jean-François Delfraissy, médecin, plutôt spécialiste des interactions entre virus et immunité. Tout ça pour dire que je ne suis absolument pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Néanmoins, je pense pouvoir deviner pourquoi vous m'avez invité, parce qu'il y a autour de l'IA et de santé aussi une série de grandes questions de régulation et finalement de grandes questions éthiques qui sont devant nous. Et en tant que président du Comité consultatif national de l'éthique, nous avons commencé à y réfléchir. Alors, une révolution ou un séisme, bon, c'est pour attirer un peu, mais je pense que il faut rester raisonnable sur un sujet de ce type. Et je vais vous montrer, en cheminant, finalement, comment, en effet, à mes yeux, on est plus dans la révolution, à mes yeux, je dis bien, que dans le séisme. Alors, tout d'abord, on revient à ce papier du New England Journal of Medicine de mars 2023, avec deux papiers, un éditorial, et on sait combien les éditoriaux des rédacteurs en chef du New England sont pesés mot par mot, et avec un papier sur l'utilisation de l'IA dans le domaine des maladies infectieuses en général. Dans cet éditorial, le rédacteur en chef annonce deux choses. Premièrement, la révolution, en tout cas qu'il voit arriver avec le nombre d'articles qui arrivent au New England. Et deuxièmement, le fait qu'il va y avoir une réflexion du New England pour accueillir, peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, il a annoncé au moins 2 fois par mois, un article autour de IA et santé. Et puis, troisièmement, la création d'un New England IA à partir de janvier 2024, donc on y est, et on va voir donc s'ils tiennent, compte tenu finalement des particularités qu'il voyait entre les relations entre intelligence artificielle et santé. Alors, depuis, on a beaucoup de choses dans les journaux. Il y a eu bien sûr l'arrivée de ChatGPT, le fait qu'on était quand même content qu'il n'ait pas eu sa thèse de medical doctor et finalement il n'ait pas réussi à atteindre ça. Mais c'est l'anecdote, mais c'est bien clair que c'est en train de bousculer un certain nombre, et que ça va bousculer un certain nombre de pratiques médicales. Et puis, on a eu aussi des positions dans le monde de grandes figures de l'intelligence artificielle qui ne sont pas spécialement des gens de la santé, avec des positions complètement différentes, entre Yann LeCun, qui est avec cette idée simple que l'idée de vouloir ralentir la recherche sur l'IA s'apparente à un nouvel obscurantisme, et puis de l'autre côté, un chercheur avec qui il a beaucoup travaillé, qui est un de ses amis d'ailleurs, et qui dit non, il est urgent qu'on fasse une pause, pas spécialement dans le domaine de la santé, il est urgent qu'on réfléchisse à ces nouveaux outils, il est urgent qu'on pose des problèmes de régulation et qu'on s'intéresse à des enjeux éthiques, parce que c'est un monde qui est un peu différent. Je vais vous montrer en quoi, et vous le savez d'ailleurs, mais on va l'éclairer ensemble, en quoi c'est différent. Alors, peut-être avant d'aborder les points sur intelligence artificielle et santé, quelques mots peut-être sur mon job finalement
et vous rappeler ce qu'est le Comité national d'éthique et vous rappeler finalement comment, dans le domaine de la biologie santé, et maintenant dans le domaine probablement de l'IA et du numérique, avec la création d'un nouveau comité, je pense d'ici la fin de l'année, qui sera un CCNE numérique, il s'est profondément engagé dans cette réflexion de régulation et des grands enjeux éthiques autour de ces questions. Alors, on vient de fêter les 40 ans, en mars 2023, du Comité consultatif national d'éthique. Je rappelle qu'il a été fondé par François Mitterrand. Après, là aussi, une avancée extraordinaire, qui était le premier bébé FIV, et qui posait la question, finalement, de quels étaient, avec ces avancées de la science, quels grands enjeux éthiques allaient se poser sur les problèmes de procréation. Mais je voudrais vous rappeler et profiter de cette période très difficile actuelle, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, entre ce contexte international très, très complexe entre Israël et Gaza, pour ne pas le nommer, d'où vient la bioéthique moderne, pour qu'on pose d'emblée les bases de ce qui a été la construction de la bioéthique, pour pouvoir peut-être s'interroger aussi de façon plus en profondeur ce que pourraient être, je dirais, les bases aussi d'une réflexion sur l'éthique du numérique. Eh bien, la bioéthique moderne, c'est le deuxième procès de Nuremberg. C'est ce procès des médecins nazis qui avait porté finalement un certain nombre d'expériences effroyables, à la fois sur les Juifs, mais pas que sur les Juifs, en camp de concentration, et au nom de la science, pour connaître, et au nom de la science, pour faire progresser la science. Alors, deux remarques. Moi, quand je suis arrivé au CCNE, je me suis un peu plongé dans cette histoire du deuxième procès de Nuremberg, et avec surprise, je ne le savais pas, je veux dire, je me suis aperçu que les médecins nazis n'étaient pas seulement des médecins qui étaient tombés dans ce vocabulaire et dans cette folie nazie, mais c'était des grands patrons, pour la plupart, de médecins de Berlin et de Munich. Et à l'époque, la médecine allemande était extrêmement dominante en Europe, plus importante, plus forte, plus puissante que la médecine française ou que la médecine anglaise. Et d'ailleurs, les Américains ont récupéré un certain nombre de médecins, comme ils ont récupéré d'autres spécialités scientifiques après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour vous montrer d'où on est parti, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, une communauté, y compris médicale de haut niveau, peut dériver pour arriver à porter finalement un certain nombre d'expériences qui touchent à l'horreur. Il ne faut jamais l'oublier, et la période actuelle nous incite à ne pas encore oublier cette partie-là. Alors, le Comité national d'éthique a donc pour fonction de s'interroger sur un certain nombre de grandes questions. C'est une instance indépendante, il peut s'autosaisir, et à partir du moment où on s'autosaisit, vous savez qu'on fait ce qu'on veut. Et voilà la série d'avis récents que nous avons portés. J'en souligne deux sur lesquels je reviendrai peut-être complètement à la fin. Les questions éthiques autour de la fin de vie, parce que vous savez que c'est un grand débat actuel. Et puis les questions sur les enjeux éthiques de la reconstruction du système de santé, qui est une vraie question aussi, compte tenu de l'état du système de santé en post-Covid. Et on peut d'ailleurs s'interroger comment l'IA pourrait éventuellement aider à cette reconstruction du système de santé. Et puis vous voyez en rose deux avis partagés avec le comité consultatif pilote du numérique, je vais y revenir, sur là des questions qui intéressent plus l'intelligence artificielle, sur diagnostic médical d'une part et plateforme de données de santé. Alors, lors de la célébration des 40 ans du CCNE, qui a eu lieu sous la coupole, le président de la République, après une réflexion qu'on avait portée avec ses collaborateurs, a finalement décidé, est-ce qu'on allait vers un grand comité d'éthique avec des piliers un peu verticaux dans lequel il y aurait eu la santé, puis le numérique, puis le climat, et puis pourquoi pas d'autres grands enjeux, ou est-ce qu'au contraire, on additionnait un nouveau comité d'éthique du numérique? Pour des raisons, je dirais, opérationnelles, du fait que la Chambre n'est pas si simple en ce moment, on a décidé finalement de faire un comité, un CCNE numérique, à côté du CCNE actuel. Mais ce n'est peut-être qu'une première étape pour aller vers quelque chose de plus loin. Alors, dans les grands enjeux du CCNE, on en a 4 qui sont très rapidement mis là.
Le premier enjeu est autour évidemment de l'avancée de la science, avec là aussi, si je reviens au New England Journal of Medicine, sans faire de parti pris sur ce journal, mais qui est quand même assez extraordinaire. Voilà, les collègues dans la salle reconnaîtront qu'en ce moment, pratiquement à chaque New England, on a un choc, tellement il y a de nouvelles qui sont en train d'arriver, et que il y a un radical changement de la biomédecine en ce moment. Donc, bien sûr, il y a des questions éthiques qui se posent derrière. Le second grand enjeu, c'est les enjeux de société. La société a changé, elle n'est plus la même, elle revendique un certain nombre de points. On vit plus du tout de la même façon qu'il y a une quarantaine d'années. C'est vrai pour la procréation, c'est vrai peut-être aussi pour les enjeux de fin de vie, c'est vrai pour d'autres enjeux sur les migrants, etc., où il y a d'autres grandes questions sociétales qui sont posées. Puis vous voyez que les deux derniers sujets sont des sujets, alors là, qui nous ramènent ce soir à la discussion de ce soir, et qui sont l'un autour du numérique et santé, et l'autre des changements climatiques, des modifications climatiques et de la santé. C'est des mondes qui ne se connaissent pas bien et qui portent en eux-mêmes des enjeux éthiques qu'il faut rapprocher, et c'est un de nos enjeux. Alors derrière tout ça, il y a à la fois dans la construction de la loi de bioéthique ou dans la réflexion qu'il y a pu y avoir sur la fin de vie, eh bien, je dirais un message du CCNE en ce moment, de porter ce message de démocratie en santé, qui est ce triangle que vous voyez, où on a à la fois le sachant, le politique qui décide, mais aussi la voix des citoyens qui peuvent, sur certains points, éclairer, modifier. Et je suis profondément convaincu que sur des sujets très difficiles, cet enjeu, ce triangle de démocratie en santé est un point important. Alors, revenons maintenant plutôt au sujet de ce soir, après cette digression. Le Comité national pilote d'éthique du numérique a été une demande du Premier ministre de 2019, juste avant la pandémie, de créer, sous l'égide du CCNE et de s'en occuper, de l'héberger dans nos locaux, un comité destiné à réfléchir sur les enjeux du numérique en général, pas du numérique et santé. Le numérique et santé est évidemment un des éléments importants de la question, mais il y a bien d'autres enjeux sur le numérique et vous le savez. Donc il a été créé, il a 27 membres avec des gens d'horizons différents, comme est un peu le CCNE, à la fois des techniciens de l'IA, des chercheurs de l'IA, mais aussi des philosophes, des juristes, des économistes. Mais il y avait même deux start-upers au début qui n'ont pas tenu, parce que c'est vrai que c'est des réunions très très régulières et complexes. Un membre de la CNIL, bien sûr, et puis un historien. Et donc, avec des liens avec les autres comités d'éthique. Et donc, j'espère, mais enfin, vous savez qu'on est dans le royaume de France, donc tout dépend du roi. Et on devrait aboutir à la création du CCNE numérique, parce que là, c'est une décision qui est sous l'égide du président de la République. C'est pour ça que je me permets cette réflexion, mais que je pense d'ailleurs, avant la fin 2023. Il faut reconnaître qu'il y a eu d'autres enjeux internationaux qui font que cette création du CCNE numérique sera peut-être un peu décalée. Alors, ce CCNE numérique a lui-même, indépendamment d'avis sur lesquels je vais revenir, a fait de plusieurs contributions durant la pandémie de Covid. Et vous voyez sur la fraternité numérique, les outils numériques, la désinformation, la télémédecine. Et on a regroupé tout ça avec d'ailleurs les avis du CCNE dans un livre autour des questions d'éthique au temps du Covid, et qui regroupe aussi cette vision autour de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit, ce CCNE numérique? Finalement, so what, à quoi ça sert un CCNE numérique? C'est toujours l'éternelle question, d'ailleurs, qu'on se pose pour un comité d'éthique. Est-il encore, quelle est la justification, finalement, de ces grands comités d'éthique nationaux en 2023, alors que les choses vont si vite? Alors, voilà leur production de bas en haut. Et vous voyez qu'un certain nombre de sujets sont des sujets autour de la médecine et du numérique et santé. Et d'autres sujets sont sur des choses qui sont différentes et beaucoup plus larges, qui expliquent d'ailleurs qu'on ne pouvait pas fusionner les deux comités comme ça. Il fallait vraiment qu'il y ait des spécialistes un peu de chacune des grandes thématiques. On aurait pu imaginer le très gros comité d'éthique, et puis avec ces piliers verticaux que j'évoquais. Mais finalement, c'est peut-être une première étape d'avoir un comité d'éthique dédié au numérique, compte tenu
aussi de la rapidité, vous l'avez souligné, avec laquelle va l'information, et plus que l'information, va finalement la construction du numérique. Alors, on s'est aperçu, parce que ces avis, et en particulier sur numérique et santé, ont été conçus, je dirais, en partenariat entre le CCNE et ce CCNE numérique, et vous avez les deux colonnes, on s'est aperçu que les mots et les enjeux éthiques n'avaient pas tout à fait la même portée et la même vision quand on était du monde du numérique et quand on était du monde du biomédical. Et ce n'est pas très étonnant, hein. Vous voyez, sur des mots-clés autour du principe de l'autonomie, du principe de bienfaisance, de la non-malfaisance, le principe de justice, les principes d'explicabilité. Et vous voyez qu'il y a des nuances entre ce qui est classiquement admis dans le biomédical à gauche et les questions qui sont posées par les enjeux éthiques du numérique. Ce n'est pas des mondes différents, mais ce sont des nuances qui sont non négligeables pour rapprocher, je dirais, et avoir une approche commune de ces deux communautés. Alors, dans les deux avis les plus récents qu'on a partagés ensemble, on a l'avis 141 sur diagnostic médical et intelligence artificielle, et puis que vous pouvez retrouver sur les sites. Et puis, on a un avis sur les plateformes de données de santé et les enjeux éthiques. Et vous savez que c'est un des enjeux majeurs qui est posé. Alors maintenant, après ce tour d'horizon des enjeux possibles de régulation et enjeux éthiques qui peuvent se poser, je voudrais terminer par aller sur le cœur du sujet, finalement. Est-ce que notre médecine va être profondément modifiée par l'arrivée de l'intelligence artificielle? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus, et c'est logique, vous attendez évidemment ça de ma part, c'est les patients et les soins d'abord. Hein, tout le système qui est autour du numérique, qui peut aider, bien sûr, et on va y revenir plus en détail, doivent toujours être utilisés d'abord avec l'idée d'une bienfaisance par rapport aux patients. Hein. Rappelons-le, parce que ce modèle du numérique, peut-être encore plus que dans d'autres, enfin non pas plus, mais dans des modèles différents, il y a des intérêts d'organisation économique qui sont majeurs, hein, qui sont à une autre échelle que les big pharma dans le domaine du biomédical, mais qui sont majeurs. Donc on a comme priorité, bien sûr, de l'utilisation du numérique, ça va de soi, et de toute façon c'est déjà inscrit de façon très large, mais pensons d'abord en première priorité aux patients. Alors, sur l'intelligence artificielle et médecine, quelques évidences, mais que je vous rappelle. C'est un domaine un peu particulier et il y a un potentiel énorme du numérique en médecine. Énorme, hein, qui est peut-être plus important encore que dans d'autres domaines et avec des changements qui peuvent se poser. Deuxièmement, bien sûr, c'est dans l'ensemble des aspects, à la fois de la santé, mais des soins, mais aussi de la recherche, j'aurais dû le rajouter. Bon, il y a un optimisme assez grandissant, pour ne pas dire parfois un peu béat, de la part des professionnels en santé qui sont passionnés par ces aspects de l'arrivée du numérique en santé. Hein. Il est peut-être d'ailleurs plus important, cet optimisme journalier et quotidien, que celui des patients. Je vous rappelle que dans le contexte un peu compliqué que nous avons sur la santé actuellement, quand on interroge les patients, ils disent « j'aimerais bien que mon médecin généraliste, mais ça pourrait être vrai peut-être aussi des spécialistes, continue à m'écouter après 2 minutes de consultation ». Donc on est loin d'un côté de cette technologie extrêmement bouleversante, puis peut-être d'une vision des patients qui est un peu différente. Et enfin, il faut très clairement, pour l'installation de ce numérique en santé, on le sent bien tous, et les médecins sentent et ne sont pas à l'aise avec ça, hein, c'est la nécessité d'une méthodologie très, très, très précise pour comprendre finalement l'apprentissage, en particulier l'apprentissage automatique en médecine, parce que c'est des mondes qu'on ne connaît pas. Alors il y a évidemment
un monde générationnel comme le mien, moi je suis totalement has-been, un vieux monsieur avec des cheveux blancs, c'est normal que je ne comprenne pas. Mais parmi les plus jeunes, on a ceux qui sont carrément passés, on y reviendra, et qui sont partis complètement en étant des start-upers de l'IA, et puis d'autres qui ne comprennent pas très bien finalement les méthodes et l'utilisation de ce qu'ils ont. Alors, sur IA et médecine, convenons ensemble qu'il y a un champ très large. Il n'existe pratiquement aucun domaine de la médecine qui échappe à l'IA ou au numérique. Alors, on a différents exemples sur la saisie de dictées, de notes, etc., de secrétariat, je dirais, qui va remettre en cause un certain nombre d'organisations, même hospitalières, qui peuvent se faire. Mais à la limite, c'est pas forcément que de la médecine. Il y a dans tout ce qui va être les enjeux administratifs, il y a tout ce qui va être l'interprétation d'images, soit en radiologie, soit en histologie, en anapathe, soit l'ensemble des médecins de médecine interventionnelle qui font de la vidéocaméra, où l'IA est déjà rentrée complètement dans leur domaine. Et c'est l'ensemble, et puis il y a bien sûr l'ensemble des grandes bases de données et l'utilisation de ces grandes bases de données avec tous les enjeux qui posent, avec l'ensemble des données qui peuvent être aussi les données personnelles. Enfin, on a par exemple, dans le domaine des crises et des maladies infectieuses ou de la toxicité de certains médicaments, des capacités d'analyse d'événements rares qui sont multipliées et démultipliées par rapport à nos outils actuels. Au passage, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que nos agences sanitaires aient totalement perçu actuellement en France la révolution qu'elles avaient devant elles. Et on voit bien que dans le recrutement de ces agences sanitaires, elles sont en train de prendre du retard par rapport à d'autres pays, ce qui est le cas par exemple, aux Pays-Bas, à une partie de l'Allemagne, pas tous les Länder, mais une partie de ceux et même y compris par rapport à l'Espagne, par exemple, où on est en train de prendre de retard en termes technologiques et de recrutement des bonnes personnes. Alors, tout ça, on aurait pu continuer le catalogue de ce champ large. Il y a quand même des limites. C'est bien sûr, ils offrent la possibilité d'une efficacité accrue, mais il y a des méthodes d'analyse ils peuvent apporter des informations difficiles à obtenir avec des méthodes traditionnelles. Cela dit, ce n'est pas forcément la panacée. Et alors, moi, je trouve que, mais c'est une vision peut-être d'un médecin un peu has-been, une fois de plus. Je trouve que finalement, la base de données qu'on va constituer et qui va se constituer au fur et à mesure, elle nous fait revenir à un terme qui a complètement disparu de la médecine actuelle, qui est la sémiologie. C'est-à-dire qu'en fonction de la sémiologie qui peut être clinique ou la sémiologie qui peut être issue d'examens complémentaires biologiques ou de l'imagerie la plus fine, mais ça dépend de ce qu'on met dedans. Si on ne met pas dedans, finalement, ce qu'on a recueilli, qui nécessite quand même un minimum, sinon d'intelligence, en tout cas de pratique, eh bien, la construction ne se passera pas dans les meilleures conditions. Et enfin, l'autre point de limite, mais je vais y revenir, c'est qu'elle fait appel à finalement d'autres expertises en permanence que la médecine elle-même, et avec une série d'auteurs, de créateurs, d'éditeurs de logiciels qui ne sont pas forcément pour l'instant intégrés ni dans les équipes médicales, et est-ce qu'on pourra les intégrer, ni dans les équipes hospitalières, ni dans les équipes administratives hospitalières, et qui pose évidemment le problème de comment intègre-t-on des gens de ce niveau avec, dans un modèle très administratif hospitalier où ils ne sont pas prévus, y compris pour les niveaux de salaire. Alors, le deuxième point, celui que j'évoquais déjà, c'est qu'en effet, à côté dans l'utilisation de cette IA, il y a une expertise non médicale très forte et qui a d'emblée, évidemment, une vision économique. Voilà, j'ai mis quelques phrases un peu autour des applications commerciales, du fait que l'ensemble de ces produits étaient créés et tenus finalement par un nombre limité
de compagnies. Bien sûr, on reviendra sur les start-upers, mais il y a dans ces modèles à grande échelle, les entreprises qui fournissent l'ensemble des données sont en immense majorité anglo-saxonnes. Donc l'Europe est, pour l'instant, en tout cas, passée à côté d'une grande partie du champ de construction de ces bases de données, avec toutes les nuances que ça peut apporter. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence fondamentale entre peut-être le malade américain et le malade européen, sauf qu'il y a, oui, il y a quand même une série de différences dans la répartition des populations, dans le background génétique. Enfin, il y a une série de questions qui se posent dans la construction même de ces bases de données. Et puis, il y a là, je dirais en première ligne, des liens d'intérêt et un problème de conflit d'intérêt qu'on a également en biomédecine avec bien sûr l'industrie pharmaceutique, mais qui a fait l'objet de longues réflexions qui sont peut-être pas complètement abouties, mais enfin on a pris le temps, parfois dans la difficulté d'établir un certain nombre de règles. Là, rien n'est établi. Hein. On est, et c'est ce qu'évoquait un des chercheurs où je vous montrais le point dans le monde, on est dans une forme de Far West. Alors, ça pose une série d'enjeux de régulation qui doivent être mis en place, et bien sûr de questionnements éthiques autour de cela, et qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place. Alors, la France avait de l'avance. Hein. C'est le CCE numérique, quand il s'est créé, on était le seul pays en Europe à avoir une réflexion qui s'était mise en place. Depuis, les choses ont explosé. Il y a le no-fil en Angleterre avec le Wellcome Trust, en Allemagne, en Autriche. Il y a probablement une possibilité, peut-être plus qu'on ne l'a fait dans les comités d'éthique autour de biologie santé, peut-être d'aboutir à une sorte de comité d'éthique du numérique européen, hein, qui serait parce qu'il y a moins finalement les aspects culturels qui ont toujours été derrière une série de grandes questions en bioclinique, le sont moins sur les enjeux numériques. C'est peut-être un des points qui permettra d'avancer. Néanmoins, ça bouge tous les jours. On a l'impression que les gens qui réfléchissent à l'éthique du numérique pédalent derrière, hein, ne sont pas dans un phénomène d'anticipation des questions qui vont se poser. Et ça pose la question, en effet, de ce qu'évoquait un des chercheurs du Monde. Est-ce qu'on peut faire un temps de pause ou est-ce que c'est complètement illusoire? Je vous rappelle que dans les grands sujets de biologie santé, on a pu faire des temps de pause. Hein, par exemple, sur la non-utilisation du génome humain, sur un certain nombre de règles autour de nouvelles techniques autour de CRISPR-Cas9. De temps en temps, la communauté scientifique, tout en disant Science Forever, est capable de mettre un certain nombre de pauses. La communauté du numérique, elle est plus complexe, elle est plus jeune, elle est évidemment dans une phase de cinétique extrêmement rapide. Je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à accepter une pause. Alors, derrière ces concepts un peu théoriques, j'ai repris, parce que j'avais trouvé cet article intéressant dans Le Monde en mai 2023, qui était autour de finalement, mais au lieu de parler de vision toujours top-down, de réfléchir pour eux, laissons parler les plus jeunes et regardons ce qu'ils sont capables de faire. Et Le Monde citait donc une série de jeunes médecins entrepreneurs qui, en collaboration avec des ingénieurs de bioinformatique et d'IA, avec une idée de mieux soigner et d'apporter un certain nombre de solutions. Et on était donc avec des solutions qui venaient du terrain, et on n'était pas dans le top-down, mais on était dans le down-to-top. Hein, et c'est probablement là-dessus qu'on va avancer, et que la particularité française, où je disais l'appétence dans une certaine mesure de jeunes médecins et de travailler avec des ingénieurs de ce type, et c'est bien exercé. Alors, je vous ai cité des exemples très pratiques. Hein, prédire si un foie peut être greffé à l'aide d'une photo qui était partie d'une chirurgienne, identifier les risques de formation cardiaque chez le fœtus à partir d'un prof d'obstétrique de Marseille, mieux identifier les cellules cancéreuses en anapathe. Il y a deux logiciels qui marchent maintenant bien. Il y en avait un dans mon hôpital à Bicêtre, il est maintenant en train de se généraliser sur l'assistance publique, et où l'IA apporte une information très intéressante. Mieux préparer les patients à l'anesthésie, à la chirurgie, au post-op, réduire en réduisant les risques post-opératoires avec une série de scores et en sélectionnant les patients plus à risque,
Un jumeau numérique pour mieux soigner, qui reste quelque chose de... Voilà, c'est beau à présenter, c'est plus complexe, je pense. Et puis surtout, là, ce qui est déjà dans les faits, hein, c'est ChatGPT 4 pour améliorer finalement les diagnostics et les comptes rendus de radiologie. Je vous rappelle, j'avais choqué beaucoup lors d'un... J'ai été interviewé il y a 6 mois de ça. La communauté radiologique française, quand j'avais dit qu'aux États-Unis, sur les examens de type cérébraux, de type IRM, PET scan, scanner même très particulier, 80% des premières lectures étaient faites par de l'IA, et que ensuite les radiologues lisaient le compte-rendu de l'IA et y revenaient éventuellement. La communauté radiologique française s'était rebellée en disant mais ça ne se passe pas du tout en France comme ça. Ils avaient raison d'ailleurs, hein. Je n'avais jamais dit en France, j'avais dit aux US. Cela dit, je m'aperçois que de deux choses. Premièrement, que c'est en train de s'introduire en France, parce que voilà, le mouvement est parti, ce qui laisse quand même la main, bien sûr, aux neuroradiologues. Mais ce qui pose une autre question, c'est que le patient n'est pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant de ça. Hein, et qui pose le problème donc de l'interprétation, à qui appartient finalement ce compte-rendu. Alors, il a été validé, il est avec une signature de médecin, ok, mais que le patient ne soit pas informé qu'une première approche a été faite par une approche de logiciel de l'IA est une vraie question qui tourne un peu autour du consentement. Alors, je termine sur deux slides avec la première sur quelques points d'attention. Je ne sais pas, je me trompe peut-être, je ne sais pas ce que Loïc en pensera. Il me semble que c'est les métiers les plus intellectuels en médecine qui risquent d'être les plus touchés par l'IA. C'est le prof qui a passé 35 ans de sa vie à étudier les connectivités difficiles ou des virus compliqués, regardez qui je vise, et qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il a une information qui sort et qui est d'excellente qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite, il ne faut pas, chaque patient est un patient individuel, etc. Mais je dirais que cette médecine très intellectuelle risque, en tout cas, il faut qu'on y pense, hein, pour que, en tout cas, nos plus jeunes y pensent. Par contre, les premières lignes aux urgences seront probablement un peu moins touchées. Le médecin généraliste va être moins touché. On va rentrer là dans la séméologie et dans l'acte pratique où l'IA, bien sûr, il en aura besoin, mais sera moins dans mise en jeu. La médecine interventionnelle, je n'ai pas mis la chirurgie parce que la médecine interventionnelle est en train finalement presque de prendre le pas un peu partout sur la chirurgie, mais là aussi va plutôt utiliser l'IA pour l'aider, mais ne sera pas remise en cause. Donc vous voyez, il va y avoir des changements un peu dans le monde médical, mais voilà, c'est peut-être une vision très personnelle, mais je sens un peu les choses comme ça. Et ensuite, le deuxième point qui m'interpelle, c'est qu'on parle du numérique et santé, mais somme toute, ce n'est qu'une innovation extraordinaire. Mais il y en a d'autres en même temps, hein. Et si vous mettez ensemble une intégration de la nouvelle génomique, des cellules souches, des organoïdes, du numérique, vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser le numérique tout seul. Il va aider, bien sûr, sur la génomique, c'est évident. Il aidera moins peut-être sur l'aspect d'organoïdes, encore que. Mais vous voyez qu'on est dans... C'est une révolution qui est plus globale que le numérique. C'est une véritable révolution qui est sous nos pas et qui innove de partout, là, en ce moment. Alors, peut-être pour ma slide de fin, et pour m'interroger moi-même et vous interroger, finalement, dans trois livres ou avis dans lesquels j'ai été récemment impliqué. L'avis 139 du CCNE sur la fin de vie. Place de l'IA sur la fin de vie. C'est un enjeu de société majeur. Place de l'IA sur la fin de vie.
L'avis 140, les enjeux éthiques de la reconstruction du système de santé. Un système de santé profondément bouleversé, bien avant Covid. Covid n'a fait que révéler des choses qui existaient déjà, des choses un système de santé où il y a des interrogations des soignants sur leur métier, sur le fait que le temps et l'humain n'est pas suffisamment... Bon, on l'a perdu, mais c'est pas grave, hein, n'est pas suffisamment mis en cause. Et qu'est-ce que l'IA peut apporter sur ce sujet? Puis le troisième était, c'est dans un livre que j'ai récemment produit sur, finalement, essayer de raconter aux citoyens ce qu'avait été la gestion d'une crise sanitaire au plus haut niveau et dans la relation entre savoir et pouvoir et science et politique. L'IA, bien sûr, a été un outil formidable sur à la fois les bases de données, le séquençage, une aide qui a aidé finalement à un moment donné à un contrôle, mais à une sorte de perte des libertés quand on a eu le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Mais somme toute, si vous me posez la question, est-ce que c'est sur l'IA pour anticiper la prochaine crise? Est-ce que l'IA va permettre, avec les événements rares, par exemple, si les agences sanitaires décident de s'y mettre enfin sur l'utilisation du numérique, d'anticiper un prochain virus? Eh bien, moi, ma position, non. C'est probablement pas l'IA qui va nous sortir de là. C'est plutôt une recherche fondamentale de haut niveau, complètement libre, sur des virus X ou Y inattendus dont tout le monde se fout, et qui un jour va sortir pour une raison X ou Y, et on sera content d'avoir de la recherche fondamentale qui s'est posée là-dessus, hein, pour nous expliquer comment il se transmet, quel est son R0 de départ, etc., tout ce que vous avez vécu. Donc, c'est pour vous montrer que sur 3 sujets, à la fois des sujets fondamentaux, là, des questionnements que nous avons tous ensemble, à la fois médecins et société, fin de vie, reconstruction du système de santé et comment prévoir une nouvelle crise, l'IA sera bien sûr un outil absolument nécessaire, mais ne sera pas décisif. Merci beaucoup. Passionnante. Donc maintenant, nous allons avoir un petit temps d'échange avec la salle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un micro qui va circuler parmi vous. Je vais peut-être juste... c'est pas une question, mais juste une dernière remarque sur l'IA va nous sauver, etc., va nous aider à prévoir la prochaine crise. J'ai écouté très récemment Anne Lhuillier, prix Nobel de physique, qui insistait également sur l'importance de la recherche fondamentale et que c'était quelque chose qu'il fallait absolument privilégier. La recherche, c'est un temps long, la recherche fondamentale, ça doit se passer sur un temps long. Et dans le cas d'Anne Lhuillier, elle est prix Nobel de physique 30 ans après ses premières recherches. Non, c'est sûr. Hein. Je vous rappelle, j'enfonce le clou puisque vous êtes une série de décideurs quand même. Je vous rappelle que la France consacre à sa recherche 2,6% du PIB, l'Allemagne 3,3%, les États-Unis 3,7% du PIB. Hein. C'est-à-dire c'est des dizaines et des dizaines de milliards là qui sont en jeu. Hein. Et que voilà, une série de gens un peu qu'il s'agisse du domaine biomédical, de la physique, du climat. Vous avez vu passer un certain nombre d'éditoriaux dans le monde avec des sujets très différents qui disent que si la France ne se réveille pas, à la fois d'un point de vue public, mais aussi dans les capital risques, parce que c'est probablement aussi une chose qui est différente entre le numérique et le biomédical. Il y a beaucoup de capital risque dans le numérique et santé. Il y a très peu de capital risque, comme vous le savez, dans la biologie santé, dans les startups de biologie santé. Hein. Le privé, en France, ne fait pas tout à fait le job qui est fait, par exemple, en UK et a fortiori aux US. Mais si on ne se réveille pas, on va finir de passer en deuxième catégorie. C'est assez simple, c'est mathématique. On peut construire tous les nouveaux modèles de construction de la recherche en France. S'il n'y a pas d'argent dans le moteur, bah ça ne va pas le faire. 2,6% du PIB. 3,3% en Allemagne. Excusez-moi. Hein.
professeur, vous m'entendez ou pas? Je vous entends. Oui. Bon. Je vais être plus pragmatique. Effectivement, la vision lointaine est assez enthousiasmante, mais nous, en tant qu'éditeurs de revues médicales et scientifiques, en fait, on publie des articles, des synthèses ou des articles de recherche. Elles ont le privilège d'être le fait de relecteurs qui décident si l'article est bon, si les références sont correctes, etc. Est-ce qu'on doit l'associer à l'IA? Qu'est-ce que peut nous apporter l'IA en plus? Ou est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant ce que va nous révéler l'IA à un moment ou à un autre et remplacer nos auteurs? Écoutez, je ne sais pas. Comme ça, moi, bon. Et après, je peux faire, tout en ne sachant pas, un commentaire comme font les experts, entre guillemets, surtout quand ils ne savent pas. Non, mais par contre, je vous cite ce que fait le New England, c'est-à-dire qui s'est lui-même interrogé et qui a tous les moyens du monde, hein, parce qu'il était interpellé par l'arrivée d'un certain nombre d'articles qui s'étaient construits avec le numérique, et il se rendait compte qu'il avait du mal à trouver l'expertise. Il y a ça, hein. Et derrière l'expertise, il y avait des enjeux, il le cite lui-même dans son éditorial. Vraiment, c'est un éditorial très réfléchi, hein. Ceux qui s'y intéressent, mars 2023, vous le lisez, et c'est un très bel. Vous comprenez beaucoup de choses. Et qui s'interroge, qui dit on ouvre la porte, et puis qui dit on ne va pas y arriver avec le New England tel qu'il est, il faut qu'on crée autre chose, avec une autre forme d'expertise pour d'autres types d'articles, dans lequel vous verrez peut-être arriver en effet du numérique. Alors, je comprends bien que c'est New England, il peut faire ça, vous ne pouvez pas vous recréer à chaque fois votre journal du numérique. Mais vous allez sûrement être interpellé autour de ça, c'est évident, hein. Je voudrais... Moi, j'ai fait faire récemment, par ChatGPT, l'avis 139 du CCNE, l'avis 139 sur la fin de vie, qui était un avis quand même qui avait été très, très pesé, où presque chaque mot portait. J'en ai encore quelques sueurs froides, hein, d'avoir lu ce qui était écrit, hein, parce que finalement, ce n'était pas si mal. Voilà ce que je peux vous répondre. Ce n'est pas une réponse. Bonsoir, je suis là. Non, il l'entend. Au sujet de ce que vous avez dit sur la recherche fondamentale, je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'il se trouve que je suis chercheur moi-même en virologie. Mais je me pose vraiment la question, qu'est-ce que l'IA va faire à notre métier de chercheur? Est-ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, qu'un jour on mettra sur un sujet donné, on lui donnera plein d'articles à lire, qu'il va pouvoir lire et comprendre peut-être en très peu de temps, ouais, et qui va nous pondre un super sujet de recherche, peut-être en nous disant voilà, c'est ça qu'il faut faire, et qu'après il y aura peut-être des automates, des machines, éventuellement quelques techniciens pour des choses qui ne sont pas faciles à automatiser. Donc franchement, je me pose la question, et je ne sais pas si les chercheurs ont réfléchi à ça. Comment ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas être vraiment un séisme pour les chercheurs? Puisque c'est aussi un métier intellectuel, hautement intellectuel, en fait, au départ. Là non plus, je ne sais pas. Vous rejoignez ma pensée, hein, sur les métiers les plus intellectuels en médecine, qui risquent de... Enfin, en tout cas, il va falloir s'interroger sur la répartition et la place qui va rester. Vous avez senti que j'étais pas inquiet. Je suis d'autant moins impliqué que j'aurais pas à vivre ça, hein. Bon. Donc, c'est toujours plus facile, hein, quand même. Vous comprenez pourquoi je m'occupe des problèmes de fin de vie, et bon. Non, c'est un sourire. Mais néanmoins, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, compte tenu... Et puis, on n'est qu'au début, hein, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire. On n'est qu'au début. Alors, il y a bien sûr des gens qui disent, mais bien sûr, c'est des modèles américains, ils tiennent compte, par exemple en médecine, de particularités de ce qui est rentré dans les bases, qui sont des visions américaines de la médecine, etc. Bon, moi je veux bien, au début ça va patouiller, etc. Mais assez vite, après, tout ça va
va se relativement vite s'harmoniser, en tout cas pour les pays à ressources relativement élevées. Et pour certaines questions de recherche, la question peut se poser. Cela dit, et vous avez dû le voir en recherche, moi j'ai fait un métier un peu intermédiaire entre la clinique et une unité INSERM. La recherche, c'est aussi, ça peut être du labour quotidien, voilà, mais qui est nécessaire, de pas en avant, un pas en arrière. Les thèses sont comme ça, on forge nos étudiants à ça. Et puis souvent, il y a une idée tout d'un coup qui sort, ou un résultat d'une manip qui sort, hein, et qui d'un coup, voilà, il y a un éclairage qui est soit personnel, soit d'un petit groupe de 2-3 personnes, et qui dit, mais dans le fond, cette manip, on peut l'interpréter autrement, et elle se joue autrement. Alors ça, quand même, ça va être difficile pour l'IA de remplacer ça. Le génie humain, je crois quand même que ça existe un tout petit peu. Hein. Mais vous savez que je suis optimiste. Hein. J'ai une question, une première réflexion. C'est pour vous préciser qu'on a, par rapport à l'intelligence artificielle, essayé de faire rédiger un éditorial pour le bulletin du cancer par ChatGPT. Et on s'était posé des questions, j'entends en tant qu'éditeur, enfin en tant que rédacteur en chef. On avait écrit donc un éditorial avec des questions bien précises, et on a fait écrire ChatGPT avec les mêmes questions. Quand même, l'éditorial de ChatGPT n'avait pas beaucoup de saveur, en fait. Il y avait quand même un peu de phrases qui finalement étaient des phrases dites, mais sans forcément un sens extraordinaire. C'est juste une petite réflexion, mais par contre, j'ai une question pour vous, et je vous parle en tant que médecin. On est de plus en plus confronté finalement à vous l'avez dit, l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Et il se trouve qu'on est parfois gêné par nos prises de décision. C'est-à-dire qu'on a des RCP où nos malades nous demandent justement qui a participé à ces RCP, quel a été le processus décisionnel, comment vous avez fait, pourquoi vous en arrivez à ces décisions. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, l'intelligence artificielle, qui pourtant est très prégnante, est totalement ignorée par rapport à nos patients. Est-ce que vous, au niveau du comité consultatif national d'éthique, vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous êtes missionné pour mettre des règles justement dans nos rendus diagnostiques, dans nos rendus de stratégie thérapeutique, ou alors est-ce que finalement il n'y a pas de travaux actuellement qui vous sont entre guillemets commandés écoutez, oui, pour répondre à votre question, comme je vous l'expliquais, on peut soit être saisi, soit se faire des autosaisines. En gros, on travaille actuellement à 40% de saisine et 60% d'autosaisine. Hein. Donc autosaisine, on choisit les sujets qu'on veut. Et pour répondre à votre question, oui, on avait sorti un avis sur le consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement? C'était juste avant la Covid. Et on a décidé d'y retourner parce que qu'est-ce que c'est que le consentement à l'ère du numérique en santé? Donc il y a un groupe de travail qui est en train de partir là-dessus. Et on n'est pas les seuls. Enfin, je veux dire, la réflexion du CCNE est évidemment plus sur des enjeux éthiques. Mais je vois à l'Académie où il y a un groupe autour du numérique et santé qui fait de très bonnes choses. Et voilà, il y a des sujets qui se recoupent et c'est des points évidemment qui sont importants. Mais cette notion, on ne peut pas d'un côté souhaiter que, comme je le dis, qu'il faut plus de démocratie en santé, plus qu'il y ait une construction sur les grands enjeux de santé, en écoutant la voix des citoyens et pas seulement ceux des experts ou les décideurs politiques, mais d'écouter finalement les besoins de santé. Hein. Et on ne peut pas dire ça d'un côté et de l'autre côté nier qu'il faut qu'on ait une information aussi claire que possible sur quelle a été l'utilisation du numérique dans un processus d'aide à la décision médicale. Jean-Yves Lefranc, je suis anesthésiste réanimateur. Alors, je vais partir d'un petit désaccord que je peux avoir avec vous sur les métiers intellectuels et la première ligne pour revenir à une question beaucoup plus générale. Et je pense qu'on partagera probablement le même avis. Je n'ai pas forcément un avis identique au vôtre sur les métiers techniques.
Parce que quand je vois, par exemple, en anesthésie, l'évolution des choses ou en réanimation, quand vous voyez la somme d'informations qui transitent ou qui arrivent sur quelques minutes, sur un patient qui se dégrade, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle ne puisse pas nous apporter quelque chose. Parce que quand je vois, moi, la question que je me pose, c'est quand j'ai un patient devant moi, quel est le nombre d'informations que je ne peux pas saisir? Et ça, je pense qu'il y a un gros travail dessus à faire. Et ça se voit d'ailleurs en anesthésie, puisqu'en anesthésie, le métier est en train de changer, puisque maintenant, on a des systèmes de boucles qui font qu'on va pouvoir réguler la pression artérielle, on va pouvoir réguler l'apport liquidien, là encore, avec de l'intelligence artificielle derrière. Donc ma question, c'est toujours la même chose, c'est dans un outil, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est l'outil ou c'est la manière dont on s'en sert? Alors, ce n'est pas moi qui ai posé la question, c'est des gens qui sont beaucoup plus célèbres et beaucoup plus intelligents que moi. Mais est-ce que cette intelligence artificielle ne doit pas encore nous faire remettre en question l'approche qu'on a de notre métier? J'ai toujours entendu dire la médecine est un art. Moi, je défends plutôt le fait que la médecine doit être basée sur les faits et les preuves, donc plutôt une approche scientifique. Est-ce que l'IA ne va pas remettre de nouveau ce débat au goût du jour entre l'art et puis une médecine scientifique? Non, une série de bonnes remarques hein, que je partage hein, votre vision. Quand j'ai indiqué les métiers de première ligne, on s'est peut-être mal compris, hein, je voulais indiquer que justement, à mes yeux, je n'ai pas d'aspect péjoratif dans le mot de première ligne. Hein. Il y a un côté historique de ce qui s'est passé première ligne durant la crise, c'est peut-être ça. Je voulais indiquer que c'était justement où l'intelligence humaine et la capacité d'analyser, d'avoir une analyse hyper rapide en peu de temps, était quelque chose qui allait demeurer. Je ne suis pas, bien sûr, sur la gestion d'un malade en réa sur une période de plusieurs jours. L'IA pourra vous aider. Elle est déjà dans un certain nombre de services. Sur la capacité à réagir à un temps donné, à un temps d'aggravation, etc., bon, il me semble que l'humain reste complètement entier. Sur la relation extrêmement complexe de malades graves, aigus, et des relations avec la famille, enfin, avec tout l'enjeu humain qu'il y a, l'humain reste en première ligne. Où est-ce que va être l'IA hein? Donc, on est d'accord. Alors, sur le reste, sur l'utilisation de l'outil ou sur l'outil lui-même, bon, vous avez senti que moi, je pense que c'est vraiment une révolution, ça c'est clair. Mais ma génération a vécu d'autres révolutions. Et vous aussi un peu, vous êtes plus jeune que moi. Mais enfin, bon, on a vécu beaucoup de choses au cours des 40 dernières années, quand même, de prise enfin, d'une médecine qui a beaucoup changé. Sur la médecine personnalisée, sur la révolution de l'immunothérapie, sur la révolution de la génomique, sur la révolution de l'imagerie. Les neurologues n'avaient pas bougé pendant 50 ans. Un prof de neurologie, c'était celui qui était capable, à partir d'un examen clinique, de dire que, parce qu'il avait une sémiologie extrêmement fine, de dire que c'était à tel endroit du cerveau que se situait la lésion. Et puis maintenant, n'importe quel interne est capable de demander une IRM et d'avoir une interprétation par l'IA. Donc les choses sont déjà dans la révolution. Est-ce que c'est plus que ça? Ou est-ce que finalement, avec un peu de temps, on s'apercevra que voilà, c'est une nouvelle, des nouveaux outils assez extraordinaires, assez diffus, qui sont en train d'arriver, mais comme il y en a eu d'autres en médecine, je ne prends pas parti, mais vous voyez que je suis plutôt sur la révolution que sur l'énorme chamboule de bouleversement. Voilà. Mais je me trompe peut-être.